Cette année, les Mycéliades ont pour thème les résiliences. Alors franchement, peut-on imaginer pire thème pour un festival de science-fiction français ? Vu que la SF française est au contraire célèbre pour son pessimisme. Parce que franchement, allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté, c'est bien joli, surtout dans la bouche de Gramsci. Mais est-ce que l'on n'atteindrait pas les limites de ce grand écart quand on parle des crises contemporaines sans parler des crises à venir ? Est-ce que l'on ne l'atteindrait pas notamment avec la crise écologique ? Qui, parmi vous, chers auditoristes, se sent à la fois lucide et sereine sur les décennies qui nous attendent ? Levez la main ! Dans les médiathèques de Quimper, on aurait pu contourner le problème en nous réfugiant dans les autoristes étrangers ou dans la spéculation lointaine qui nous envoie des millénaires dans le futur. Mais non, parce qu'on aime les défis. On va donc bravement parler de résilience à brève échéance, sans contourner la question climatique, et en français, s'il vous plaît. Tenez, on va même en parler avec celui qui s'est préoccupé le plus rigoureusement de ce qui nous attend demain, parce qu'on a vraiment peur de rien. Pionnier de la fiction climatique, devenu grand conteur des crises écologiques et notamment du réchauffement, reconnu jusque dans le monde scientifique, notre invité est tout cela. Mais il est bien plus que cela. Novelliste, anthologiste, il est l'auteur d'une quarantaine de romans adultes et jeunesse pour lesquels il a reçu tous les principaux prix d'imaginaire. Le secret de cette profusion ? C'est que son inspiration pleine d'ethnologie, d'ésotérisme, d'histoire ne se limite pas à l'écologie. Et que ses œuvres, pleines de fantastique, légendaires ou urbains, de space opéra et de cyberpunk, ne se limitent pas à l'anticipation. C'est pourtant d'anticipation écologique que nous voulons lui parler. Nous voulons savoir quelles résiliences sont possibles, plausibles, imaginables demain. On veut de l'espoir, maintenant, tout de suite, et de l'espoir rationnel en plus. Club VIP numéro 17, Jean-Marc Ligny, c'est maintenant. Bonjour Jean-Marc Ligny. Bonjour. Bonjour Jeanne. Bonjour. Nous sommes très heureuses de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre des Mycéliades, pour une rencontre qui aura lieu tout à l'heure avec le public qui est déjà présent puisque nous enregistrons ce podcast en direct. Merci au public d'être là. Donc ensemble, on va parler évidemment de résilience et de fiction climatique, puisque la résilience, c'est le thème des Mycéliades de cette année. La fiction climatique, c'est votre marotte, entre autres. Mais on va parler aussi de toute votre œuvre. On va balayer un peu large. On a préparé plein de petites questions avec Jeanne. Donc voilà, pour commencer, on aurait bien aimé que pour les auditeuristes qui ne vous connaissent pas encore, si vous pouvez vous présenter. Comme ça, on voit un peu qui vous êtes et puis après, on enchaînera sur le reste des questions. Jean-Marc Ligny, donc auteur de science-fiction depuis toujours. Voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'en suis jamais ressorti. Donc voilà, j'ai 98% de ce que j'ai écrit, c'est de la science-fiction. Et depuis 20 ans, assez orienté quand même changement climatique, parce que c'est ce qui nous pend au nez, enfin c'est plutôt ce qui nous tombe dessus même déjà. Donc ça m'a paru non seulement intéressant, mais en plus essentiel, je dirais, incontournable, d'aborder cette question-là parce qu'elle concerne directement notre avenir, voire notre présent maintenant. La question qu'on avait envie de vous poser, c'est on a reçu plusieurs auteurs et autrices à ce micro. Certains et certaines étaient en plus des scientifiques, en plus d'auteurs de science-fiction, d'autres pas du tout. Vous vous situez où sur... Je suis pas du tout scientifique, personnellement. J'ai suivi une filière plutôt littéraire à l'école, mais écrivant de la science-fiction, dans science-fiction il y a le mot science, donc je suis bien obligé de m'y intéresser un tant soit peu, et quand on parle du changement climatique, faut éviter de raconter des conneries. Je veux dire, ils sont dit déjà bien assez dans nos instances officielles, on va dire. Forcément ça implique de faire des études, des recherches et de m'intéresser, de rencontrer éventuellement des scientifiques et puis en tout cas de lire
essais des fois assez rébarbatifs, il faut le dire, mais néanmoins essentiels à ma compréhension de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Est-ce que vous auriez une petite anecdote de travail là-dessus à nous raconter? C'est qu'on a fait miroiter ça à Jeanne tout à l'heure, sur votre documentation. Je me documente énormément. Donc déjà rien que pour AquaTM par exemple, j'ai passé presque 2 ans à me documenter avant d'écrire la première ligne. Donc j'ai lu beaucoup de bouquins. Pour Exode, ça a été à peu près pareil. Enfin, j'ai mis moins longtemps parce que je maîtrisais déjà un peu le sujet quand même, vu que j'avais écrit AquaTM. Et pour mes 2 autres romans suivants que sont Semences et Alliances, là, j'avais plus de documentation parce qu'il se passe dans 3 siècles. Et donc, les scientifiques, ils se hasardent à élucubrer, enfin, pas élucubrer, mais à faire des prospectives, on va dire, jusqu'à environ 2100, et encore en prenant de gros gants et avec de gros guillemets et puis plein de conditionnels. Mais ils ne s'aventurent pas au-delà parce qu'on ne leur demande pas. Et puis, ce qu'on attend d'eux, c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est des tableaux, c'est des courbes et des graphiques. Donc, pour Semences, en fait, vu que j'avais plus tellement de documentation, qu'entre-temps, j'avais rencontré Valérie Masson-Delmotte, qui était présidente du GIEC à l'époque, GIEC France. J'avais même débattu avec elle aux Utopiales et tout ça. Enfin bon, on avait fait connaissance. Et donc, j'avais envoyé pour Semences un peu le scénario, du moins le contexte du bouquin que je voulais écrire. Et en lui demandant son avis, si cette planète, cette Terre que j'imaginais dans 3 siècles, est-ce qu'elle était plausible, valable, cohérente, etc., par rapport à ce qu'elle connaît du climat. Elle est paléoclimatologue, donc elle a étudié les climats passés de la Terre. Donc je m'étais dit que, fine connaisseuse des climats passés de la Terre, elle pouvait peut-être imaginer les climats futurs. Et donc elle m'a fait 2-3 commentaires sur mon scénario. Et puis elle m'a dit, mais plutôt que de demander à mes collègues et tout ça, je préfère que tu les rencontres toi-même. Comme ça, tu leur poseras toi-même les questions que tu veux leur poser. Et ils te répondront certainement mieux que moi. Donc j'ai dit ok, super et tout. Donc elle me dit, je t'organise ça. Et puis voilà, quelques jours après, donc je suis invité au laboratoire LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, situé à Gif-sur-Yvette, où elle travaille avec une vingtaine ou plus de scientifiques. Et donc, je m'étais dit, elle va me faire rencontrer 2 collègues, ça va durer une demi-heure entre 2 portes, le temps d'un café, et puis je vais être bien content comme ça. Mais en fait, non, elle avait organisé un séminaire, carrément. Ils étaient une vingtaine, spécialistes de tout ce qui concerne la Terre, les océans, les circulations atmosphériques, la faune, la flore, la météo, etc., etc., les circulations thermohalines, les rivières atmosphériques, et j'en passe, et des meilleurs. Et on a passé plusieurs heures ils ont passé plusieurs heures à joyeusement élucubrer sur que pourrait être la planète en 2300. Et ils étaient comme des gamins pendant une cour de récré, quoi. C'était hallucinant. Alors moi, j'ai pris des notes à m'en faire mal au poignet, évidemment. J'ai noté tout ça fébrilement. Et je sentais vraiment que ces scientifiques-là, pour une fois, on leur demandait de se lâcher, quoi. On leur disait pas, on veut un rapport sur l'état du monde en 2055. Est-ce qu'on pourra continuer à exploiter du pétrole et du charbon à cette époque-là? C'était pas ce que je leur demandais. C'était, lâchez-vous, imaginez le monde en 2300. Et c'était génial. C'était génial. Et ça m'a donné un contexte assez riche, je pense, pour ces 2 romans que sont Semences et Alliances. Contexte que je vais réutiliser d'ailleurs dans ma prochaine trilogie, certainement. Dont le 2e tome, apprend-on, s'appellerait Résilience. Ouais, c'est ça. Dans le thème Céliade. Je suis dans l'air du temps.
Exactement, peut-être même trop dans l'air du temps, si je peux me permettre, avec la fiction Je climatique. suis dans la tempête du temps. Exactement. Mais pour ne pas d'emblée restreindre votre œuvre à la fiction climatique, on va peut-être préciser que vous avez écrit dans tous les domaines, pour adultes, pour enfants. Pourquoi la fiction climatique a pris une telle place dans votre œuvre ? C'est ce qu'on peut se demander. Surtout que vous y êtes intéressé à une époque où personne n'en parlait, en tout cas pas grand monde, ou pas assez. Donc la question c'est, avez-vous eu une révélation climatique ? Une prise de conscience, je dirais, plus qu'une révélation, en fait. J'ai entendu parler du GIEC et du réchauffement climatique qui n'était plus une simple hypothèse de travail ou possibilité dans un avenir lointain, mais qui devenait quelque chose de proche, de prégnant et d'inévitable. Donc, au tournant du siècle, effectivement, à l'occasion du, je ne sais plus combienième rapport du GIEC, mais ça devait être le 2e ou 3e peut-être. Enfin, c'était encore assez récent, comme vous dites. Et il y avait effectivement très peu de romans, de films, de quoi que ce soit sur le sujet encore. Ça n'avait pas encore infusé dans la culture, on va dire. Et tout d'un coup, j'ai eu cette espèce d'épiphanie, effectivement, en me disant, là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en fait, on se retrouve face à un avenir inéluctable. Jusqu'à présent, l'humanité en a connu des catastrophes, des cataclysmes divers, la peste noire, les guerres mondiales, des invasions, etc., etc. Mais même dans les pires moments, on savait que ça n'allait pas durer. Même les prisonniers dans les camps de concentration nazis savaient qu'un jour ça allait finir, quoi. Enfin, soit ils allaient mourir, mais soit ils allaient être libérés, mais ça n'allait pas durer éternellement. Le Reich de 1000 ans, personne n'y croyait, à part Hitler lui-même. Mais en fait, tout d'un coup, je me suis dit, je ne peux pas continuer à écrire des histoires de voyage dans l'espace ou de futurs qui chantent plus ou moins, sans traiter cette question-là. Parce que ça va nous tomber dessus quoi qu'on fasse. On a beau dire, voilà, on va essayer de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Enfin, maintenant, on n'y pense même plus. On espère que ce sera 2 degrés, mais en sachant très bien qu'on arrivera à 4, voire plus. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contenir et qui va nous tomber dessus, qui nous tombe dessus déjà. On s'en rend bien compte chaque année de plus en plus. Donc, c'est forcément l'avenir de l'humanité. Ça va être de se débattre dans ce monde en changement rapide et irréversible. Alors, sorti de là, effectivement, l'avenir est incertain parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel niveau on va pouvoir survivre, s'adapter, se transformer notre société ou justement être résilient. Et puis on voit bien qu'actuellement, vu les gouvernements qu'on a en Europe et aux USA, on n'est pas du tout parti dans le sens de lutter contre le changement climatique. Donc, ça va être de pire en pire. Donc, j'ai eu ce constat-là et je me suis dit, faut que j'étudie la question, quoi. Et j'ai commencé à étudier la question. J'ai envoyé un scénario de 35 pages à la Talente qui allait devenir le futur AquaTM. Donc, voilà. La Talente était très sympa de me signer un contrat et puis d'attendre patiemment le bouquin parce que j'ai mis 4 ans à le faire. Il fait 800 pages. Enfin, 2 ans de doc, 5 ans à le faire, même 2 ans de doc et 3 ans d'écriture à peu près. Et puis, voilà, je me suis dit, ça y est, j'ai fait mon bouquin sur le changement climatique. Mais quand il est sorti en 2006, là, on commençait vraiment à en parler du changement climatique. Ça commençait vraiment à diffuser dans les infos et tout ça. Il commençait à sortir pas mal de littérature sur le sujet et tout ça. Et puis, surtout, les choses évoluaient dans le sens du pire, comme je l'avais prévu. Donc, je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Il faut que j'essaye d'aller voir plus loin.
Et donc plus loin, pour moi, c'était donc fin du siècle. Et c'est là que j'ai eu l'idée de Exode. Donc, sachant entre-temps que ce changement climatique pouvait possiblement amener à l'effondrement de notre société humaine, de notre civilisation, voire, pour les plus pessimistes, à la disparition de l'humanité. Mais ça, j'y crois pas trop, parce que je pense qu'on est au moins aussi résistant que les cafards. Donc, et opiniâtres aussi. Donc, non, l'humanité va pas disparaître. Mais bon, elle peut être quand même drastiquement diminuée. Et donc, j'ai écrit Exode, qui est mon roman le plus anxiogène que j'ai jamais fait. Et c'est pour ça qu'il y en a qui l'adorent et puis d'autres qui n'osent pas le lire. Et puis voilà, donc à la fin d'Exode, bon, vu qu'il reste pas grand monde de vivants, j'ai quand même eu des critiques en me disant quand même, t'as fait un bouquin sacrément flippant, très pessimiste et tout, t'es sûr que l'humanité va disparaître? Et là, j'ai dit, bah non, l'humanité va pas disparaître, et il va y avoir des survivants. Oui, mais comment ils vont vivre, les survivants? Ah, bah voilà, je vais y penser. Je vais y penser. Et donc, c'est là que j'ai imaginé Semences et Alliance, qui est un binôme, en fait, qui se passe effectivement dans 3 siècles, et où j'aborde pour la première fois la question des tribus, que je vais donc prochainement développer. Alors, entre-temps, il y a aussi eu un roman jeunesse, Gris Noir, en 2010. Ouais. Et alors, on en discutait tout à l'heure, hors micro. En fait, donc Gris Noir, c'est un roman pour la jeunesse. Et ça, on se dit que c'était assez rare, finalement, d'avoir des auteurs qui déclinent des livres et pour la jeunesse et pour les adultes, mais sur le même thème. Parce qu'en fait, en travaillant, je me suis rendu compte qu'Eco Warriors, il y avait le même héros et qu'on partait du même point. Donc, dans ce sens-là, ça s'est fait d'un roman jeunesse à Eco Warriors en 2024. Ouais. Gris Noir, donc, m'a été commandé par l'éditeur jeunesse des éditions Intervista. En 2000, il est paru en 2010. Donc, est assez clairement orienté young adulte, donc tranche d'âge 15-20 ans, quoi, 16-20 ans, on va dire. Et là, j'ai eu l'idée de situer le roman au présent, en fait, et d'aborder la question de la lutte contre le changement climatique qui concernait justement en premier lieu la jeunesse. Et donc c'est pour ça que j'ai mis en scène ce groupe de jeunes qui décident de faire de l'éco-résistance et puis donc de kidnapper les patrons d'entreprises polluantes pour les rançonner et pour financer la lutte contre le changement climatique. Donc, ce qu'on n'appelait pas en 2010 encore écoterrorisme. Moi, j'appelle ça plutôt de l'éco-résistance. Et donc, voilà, ce roman est paru. Les éditions Intervista ont disparu. Donc, le roman a disparu aussi. Mais, du coup, j'ai été contacté par un cinéaste, un réalisateur, qui fait plutôt dans les documentaires. Il y en a un qui va sortir sur Arte, d'ailleurs, très prochainement, là. Et qui, dont le sujet l'intéressait, qui avait envie de développer ce roman-là pour en faire un film. J'ai dit, bah écoute, ok, d'accord, c'est sympa, mais j'ai relu un peu Gris Noir, je trouve que bon, c'est un peu léger quand même pour un film pour adultes. Il me dit, mais on va reprendre les scénarios, on va développer un peu ça, on va le tourner version adulte. Donc, ça nous a pris 3 ans, parce qu'on avait tous les deux d'autres obligations, donc on travaillait comme on pouvait. Et donc, on a pondu un scénario qui m'a beaucoup plus plu que le roman d'origine. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je pourrais ressortir Gris Noir, mais réécrit. Et je l'ai proposé aux éditions Mnemos, enfin plutôt les éditions Mnemos Montané pour l'avoir. Et donc ça a donné Eco Warriors, qui donc
que j'ai écrit d'après le scénario de film qui est toujours en suspens, enfin bon, qui peut-être, on a un producteur maintenant, donc c'est en de bonnes mains, mais tant qu'on n'a pas les pépettes et la production, enfin tant que c'est pas démarré, on est sûr de rien au cinéma, c'est comme ça. Sur 10 projets présentés, il y en a un qui se réalise encore. Donc on est sûr de rien. Mais en tout cas, le roman existe et ça a donné Echo Warriors, donc qui est nettement plus tourné adulte et dont il reste de gris noir à peu près une partie du premier chapitre et quelques bribes ça et là. En fait, il ne reste plus grand-chose du gris noir d'origine qui a disparu corps et bien et qui ne réapparaîtra plus jamais. Maintenant, c'est Echo Warriors. Voilà, et donc ça se passe au présent et c'est vraiment, après avoir étudié le climat dans un avenir proche, moyen et lointain, je suis revenu au temps présent, au jour d'aujourd'hui. Echo Warriors, c'est pas un roman de SF, hein, c'est un pur thriller en fait. Il n'y a rien de SF dedans, je pense pas du moins. Et voilà, je voulais donner un peu un aperçu d'où en est la lutte contre le changement climatique aujourd'hui. Et c'était le questionnement que je me posais quand je vois la résistance qui s'organise pour lutter contre le changement climatique et de voir que cette résistance est considérée par les pouvoirs en place comme du terrorisme, alors que ces gens-là tuent personne. Pour moi, le terrorisme, la définition du terrorisme, ça veut dire tuer ou infliger des souffrances à l'aveugle à des innocents pour semer la terreur. C'est pas ce que font les soulèvements de la Terre, à mon avis. Hein, mais bon. Donc voilà, je suis revenu au présent et ça a donné Echo Warriors. Ces tribus dans Alliance et Semences et la future série dont vous nous ferez peut-être un petit teasing, mais aussi les mondes que vous décrivez qui sont dans des conflits de plus en plus massifs. Vous décrivez à travers tout ça un monde non seulement fragmenté, mais de plus en plus fragmenté, en voie de fragmentation. Et paradoxalement, pour décrire ça, il faut réunir de la documentation pour comprendre l'ensemble. Vous avez un tout petit peu parlé de votre manière de vous documenter, mais comment on fait pour réunir assez de documentation pour décrire toutes ces questions environnementales, climatiques, mais aussi de politique internationale, économique, militaire, sociétale? Comment on fait pour s'avaler autant de documentation et pour en sortir une œuvre cohérente? On y passe du temps. On lit beaucoup d'ouvrages, des fois assez chiants à lire, il faut reconnaître. Mais voilà, faut apprendre à tirer des images de tableaux et de statistiques, en fait. Lire le rapport du GIEC, c'est pénible. Je vous le dis franchement, c'est pénible. Même le résumé pour les décideurs, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de décideurs qui le lisent, mais bon. Néanmoins, moi, ça m'évoque des images. J'essaye de mettre en image, effectivement, toutes ces données. Ce que peut pas faire une IA, à mon avis, mais bon. Je pense qu'il faut être humain pour faire ça, de mettre en image des données, en fait. Et donc, ouais, ça implique beaucoup de lecture, ça implique des infos croisées, ça implique que pour, disons, écrire local, il faut penser global. Donc, si je place une action, une scène dans un endroit donné, non seulement j'essaie de m'informer sur l'endroit en question, par exemple, prenons le début d'AquaTM, où il y a 2 camions chargés d'explosifs qui font sauter la digue du Nord qui sépare la mer du Nord du lac d'Ussel. Ussel, je crois que ça se dit. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Donc, ces 2 gars font partie de la Divine Légion, qui était inscrite dans mon scénario. Divine Légion, qui est une secte apocalyptique d'extrême droite, fascisante, comme il y en a maintenant aux USA. Donc, j'avais pensé à tout ça. Et pour faire sauter la digue du Nord, j'y suis allé, je l'ai parcouru en moto dans les 2 sens. Je me suis arrêté au milieu, j'ai pris toute la doc que je pouvais trouver. Et puis, j'ai eu l'aide providentielle d'un hacker
au début d'AquaTM, qui non seulement m'a expliqué comment on pouvait faire sauter cette digue, qu'est-ce qu'il fallait comme matériau, donc c'est décrit avec assez de précision, et qui m'a aussi expliqué comment on pouvait pirater un satellite, parce que c'est quand même ce qui arrive au début d'AquaTM. Le hacker, je le remercie d'ailleurs abondamment à la fin du bouquin. Mais voilà, les infos, des fois, je mets du temps à les trouver, mais des fois, elles me tombent dessus d'une façon assez providentielle. Parce que ce gars-là, je l'avais rencontré en fait à une petite rencontre de SF locale. C'était en Auvergne, par là. Et puis je l'avais invité à la maison, parce que j'habitais en Auvergne à ce moment-là. Et puis on avait discuté, je lui avais parlé d'AquaTM et tout. Il m'avait dit, mais attends, moi je peux te trouver de la doc. Il m'avait même fourni 12 CD-ROM sur l'entraînement des Marines américaines, qui ne m'a pas servi, mais bon, peut-être ça me servira un jour. Voilà, donc des fois la doc nous tombe dessus. Je pense que pour moi, c'est un signe que je suis dans l'air du temps quand les choses viennent d'elles-mêmes, en fait. Quand les choses m'arrivent comme ça, parce que sans que forcément que je les demande. Alors des fois, je peux faire des recherches ardues et pointues et pas trouver ce que j'ai envie de trouver, mais c'est assez rare. Et puis bon, maintenant, avec Internet, on peut avoir accès à peu près à tout, ce qui m'empêche pas d'avoir des mètres de rayonnage de bouquins documentaires que je cite toujours. D'ailleurs, je cite toujours une bibliographie à la fin de mes volumes, parce que, voilà, pour montrer que, soit si les gens ont envie de creuser et de se fader ces bouquins rébarbatifs, soit juste pour montrer que tout ça, je ne le sors pas de mon chapeau, quoi, que c'est... que dans science-fiction, il y a science, mais il y a aussi fiction qui, en l'occurrence, c'est plutôt réalité, quoi. Réaliste. Ouais, c'est un peu l'antinomique, fiction et réalité, mais pas tellement dans ce genre de littérature. Alors précisément, AquaTM est censé avoir lieu en 2030. On est en 2026, c'est-à-dire qu'on se rapproche. Et pourtant, à certains égards, la situation semble moins catastrophique. À d'autres égards, elle semble aussi catastrophique ou plus catastrophique. Êtes-vous un auteur alarmiste, ou est-ce que c'est nous qui sommes habitués à la catastrophe ? Je pense que je suis un auteur qui m'habitue à la catastrophe. Je pense que j'étais assez alarmiste au départ. J'étais même carrément éco-anxieux quand j'ai écrit Exode. Parce que là, je me suis dit, voilà, on est foutu. Mais en fait, on s'habitue à la catastrophe, effectivement. Puis, c'est pas une catastrophe, c'est pas comme, mettons, si une tornade nous tombait dessus et qu'en 5 minutes, tout est détruit. C'est que la destruction, elle est lente. C'est le fameux paradoxe de la grenouille que vous connaissez sans doute. J'allais dire, c'est le paradoxe de la grenouille, quoi. On est dans l'eau qui est en train de bouillir et on se rend pas compte qu'on est en train de cuire. Voilà, on commence à cuire là et on s'en rend pas compte. Voilà, je pense que je m'habitue à la catastrophe. Et ce que j'ai envie plutôt de traiter maintenant, c'est après la catastrophe. Mais pas en mode post-apo, parce qu'Exode, on dit que c'est un post-apo, mais c'est un apo tout court, en fait. Parce qu'on est dans l'apocalypse. Déjà, Semences et Alliance, c'est déjà du post-apo. Mais... comment je dirais, on est encore en mode survie, je dirais. Là, j'ai envie de passer au mode reconstruction, quelque part. Au mode résilience. Résilience, voilà, résilience, résistance, survivance. Et reconstruction d'une certaine façon, quoi. Un petit mot sur les 3 à apparaître. Comment faire court, parce que là, pareil, j'ai encore envoyé un scénario de 25 pages à la Talente. Donc, ça va être une trilogie. Donc, on est encore dans 3 siècles à peu près.
Et il y a, mettons, sur la planète, une dizaine de cités souterraines, entièrement gérées par des IA, dans laquelle se sont enfermées entre 200 et 300 personnes par cité, l'élite de l'élite d'aujourd'hui, qu'on va dire, leurs descendants. Et pendant que se déchaînait au dehors l'apocalypse climatique que tout le monde connaît maintenant, enfin va connaître. Dans ces cités souterraines, les gens n'ont pas de contact, évidemment, plus aucun contact avec l'extérieur. Les cités sont autogérées par des IA, donc j'ai dit, et je vais traiter 3 d'entre elles, selon 3 modes de gouvernement différents, parce que c'est sur 3 continents, mais où le principe reste le même. L'IA Cocoon, c'est 200 ou 300 humains à qui elle fournit tout, soit en autarcie, soit en puisant des ressources à l'extérieur par des machines qui sont transformées, etc. Et tout d'un coup, les IA décident de libérer ces citoyens. Pas toujours en les prévenant. Enfin, dans le premier tome, en tout cas, elle ne les prévient pas. Dans le deuxième tome, ça va être une rébellion. Dans le troisième tome, ça va être suite à des élections, etc. Et les citoyens se rendent tout d'un coup compte que dehors, le monde s'est régénéré. La végétation est plutôt foisonnante, sauf dans les déserts qui sont restés des déserts, hein, évidemment. Et qu'il y a des humains à l'extérieur qui, eux... je vais traiter 6 tribus, en fait, il y en a plusieurs, il y en a des dizaines, mais je vais traiter 6 tribus qui fonctionnent selon des systèmes très différents les unes des autres et qui ont aussi en commun d'avoir une certaine phobie de la technologie, en fait. Parce qu'elles ont connu les âges sombres, elles savent que l'humanité a été presque anéantie à cause de la technologie, etc., etc. Et peut-être certaines ont connaissance qu'il existe des cités souterraines, mais sous forme de légende, un peu. D'autres n'en savent absolument rien. Et ça va être le contact, en fait, entre ces citoyens qui ont vécu dans un environnement artificiel pendant 30 ou 50, 60 générations, enfin 3 siècles, et ces tribus qui vivent donc de la nature, de ce que leur fournit la nature, et qui donc sont plus ou moins technophobes, parce que ça a des degrés divers aussi. Donc le choc va être certainement assez dur. Des fois ça va bien se passer, des fois moins bien. Mais c'est ça le thème central, en fait, c'est le choc des cultures, quoi, entre un monde hyper technologique qui n'a jamais rien connu de naturel et un monde naturel qui n'a jamais rien connu de technologique, en fait, grosso modo. Bon, après, je pourrais développer plus, mais je veux pas trop je veux pas trop spoiler non plus. Et puis, j'en suis qu'au premier tome. Et comme je dis souvent, il y a le scénario, puis après, il y a l'histoire, quoi. Et si le scénario et l'histoire collent à peu près au début, au bout d'un moment, forcément, il y a des divergences. Donc, il peut se passer des trucs qui vont me surprendre aussi. J'espère, en tout cas. On espère aussi. C'est toujours mieux quand on se laisse surprendre. Cette future trilogie fait le pont entre la fiction climatique qui vous a occupé pendant pas mal d'années, mais aussi vos premiers amours, parce que si on revient dans les premières parutions, on était plutôt dans la question du cyberpunk et du cyberespace, la question de la technologie. On a ça dans évidemment Cyberkiller, dans Inner City, qui est ensuite dans Slum City, donc c'est Inner City, mais version jeunesse. Déjà en 1979, dans Biofeedback, on a déjà cette question de l'ordinateur qui contrôle un peu tout. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le lien entre ces deux parties, en fait, entre la technologie et la fiction climatique? Est-ce que c'est l'actualité qui vous pousse à remettre les deux? Je dirais parce que c'est 2 thèmes qui m'ont travaillé pendant pas mal d'années quand même. C'est vrai que le cyberpunk, ça m'a pas mal occupé dans les années 90.
Et puis après, bon, avec quelques digressions quand même dans le fantastique et autres, après, c'est la question climatique qui m'est tombée dessus, quoi. Et, euh, et c'est vrai que jusqu'à présent, que ce soit dans AquaTM, Exode, Semences Alliance, j'ai pas vraiment traité de l'aspect IA. Et puis bon, maintenant, c'est le grand sujet à la mode. Voilà, les IA vont-elles nous supplanter? Vont-elles asservir l'humanité? Vont-elles prendre le contrôle? Est-ce qu'on va tous perdre nos boulots grâce à l'IA? Enfin bon, il se pose des tas de questions existentielles qui, à mon avis, sont un peu surjouées, mais bon. En tout cas, c'est un thème qui revient très à la mode. Et puis, j'ai eu envie, du coup, de fondre un peu ces deux sujets de préoccupation qui m'ont occupé quand même 30 ans de ma vie, quoi, on va dire. Et, euh, et de les confronter comme ça, d'une façon assez extrême, je dirais, un monde tout IA d'un côté et tout nature de l'autre. Bon, je place ça dans un avenir assez lointain parce que j'ai pas l'impression que ça va arriver dans un futur proche, ce que je décris là, mais néanmoins, l'idée des cités souterraines gérées par informatique et tout, elle est dans l'air du temps. Les enclaves, bon, il y a déjà des riches, des hyper riches qui ont acheté des portions entières de la Nouvelle-Zélande ou qui envisagent d'aménager d'anciens silos à missiles ou d'anciennes mines, de se faire des bunkers de luxe pour le jour où tout va péter, quoi. Ce qui est un peu idiot parce que ça va pas être un jour où tout va péter, ça va être un siècle où tout va péter, mais bon. Donc, voilà, j'ai eu envie de joindre ces deux facettes, aspects quand même assez fondamentaux de mon œuvre, je dirais. Donc on a nature contre culture, civilisation contre civilisation, tribu contre tribu, IA versus humain. Pour montrer non seulement ces oppositions, mais les problématiques, les variantes d'un monde en mutation, vous avez souvent recours au roman choral. Est-ce que c'est une manière aussi d'écrire le local pour penser le global ? Il s'avère là que dans ma future trilogie, ça va pas être tellement un roman choral, bien qu'il y aura des personnages différents dans chacun des tomes. Comment se fait le choix ? Pour Exode, par exemple, quand j'ai commencé à réfléchir à Exode, je me suis posé la question comment l'être humain réagit en cas de catastrophe majeure. Quels sont les modes de réaction principaux que peuvent avoir les êtres humains ? Et j'ai posé la question à une psychologue spécialiste du comportement, une comportementaliste, qui m'a répondu qu'il n'existait pas des comportements types, que c'était en général, ça variait en fonction de la catastrophe, de sa durée, de son ampleur, et puis de l'évolution de la catastrophe en question. Mais elle m'avait dégagé une douzaine de bases comportementales qui pouvaient plus ou moins se mélanger entre la résistance, le déni de la catastrophe, la panique, le chacun pour soi, ou au contraire l'entraide, le refuge dans la religion, voilà. Enfin, elle m'avait listé une douzaine de comportements types comme ça, en me précisant bien qu'il n'y avait rien de pur, que les humains pouvaient changer, tout ça. Et de là, je me suis dit, je vais partir de ça et imaginer au moins 6 personnages différents qui réagissent d'une façon différente à la catastrophe. Et donc, voilà, il y a eu celle qui se réfugie dans la religion, Mercedes, son fils Alfonso qui rejoint les boutefeux et qui, lui, est dans la phase destruction totale, on précipite la catastrophe. Il y a
l'italienne là, avec ses 2 gamins, j'ai oublié son prénom, Mélanie, je crois. Non, Mélanie, c'est celle qui sauve les animaux. Donc l'italienne, donc j'ai oublié son prénom, qui elle va essayer de survivre malgré tout, de sauver ses gamins. Il y a ceux qui vivent dans l'enclave, qui sont dans le déni de la catastrophe, en fait, etc., etc. Donc ça a donné naturellement un roman choral, en fait. Et pour Aquatm, c'est un peu moins un roman choral. Disons qu'il y a quand même 2 personnages principaux qui sont Laurie et Rudy. Et effectivement, je traite d'autres personnages importants parce qu'ils sont importants dans l'histoire, quoi. Il faut un méchant, donc c'est Fuller, Anthony Fuller. Et puis, il y a un tas de personnages secondaires qui ont tous leur importance, hein, évidemment. Mais le seul vraiment roman choral, ça a été Exode, effectivement, pour moi. Après, je parle pas de mes tout premiers bouquins, parce que j'aurais du mal à en parler, d'ailleurs. Mais qui, je pense, était assez coraux aussi, mais c'est aussi parce qu'à l'époque, je savais pas encore tellement raconter des histoires. Mais alors, tout ce monde-là, ils semblent tous obsédés quand même par la nécessité de retrouver des raisons de vivre, de continuer, d'essayer d'être résilient, même dans les situations les plus désespérées. Et du bout de feu nihiliste aux terroristes, en passant par les situations de déni, de fanatisme, la prédation sans vergogne, le repli sur soi et sa famille. On va du don de soi total à l'égoïsme le plus radical. Et parmi cette galaxie, quelles options vous semblent les plus dangereuses ou trompeuses et lesquelles vous semblent véritablement porteuses de résilience? Les plus dangereuses et trompeuses sont évidemment le repli sur soi, l'égoïsme, ou la fuite en avant dans la destruction. Et forcément, les plus prometteuses et les plus résilientes, c'est plutôt l'entraide et l'assistance et la coopération. Mais ça, je pense que c'est assez évident. Et il suffit de le voir dans les nombreuses catastrophes qui se passent actuellement de par le monde. Les gens qui s'en sortent sont ceux qui s'entraident. Sont ceux qui vont secourir ceux qui sont en danger, sont ceux qui vont accueillir les réfugiés qui ont tout perdu, sont ceux qui... c'est grâce à ça que la société tient. Je veux dire, si tout le monde se comportait comme... soit se repliait sur soi-même ou sur la religion ou croyait en une intervention divine ou décidait que puisque mon voisin a encore de l'eau, je vais aller piquer son eau parce que moi j'en ai plus. Là, on fait que précipiter la destruction en fait. Et c'est, je veux dire, ça s'observe même dans la nature entre animaux. La nature, c'est pas la loi de la jungle comme on a tendance à croire. Il y a beaucoup plus de coopération, d'entraide et de coopération et de comment je dirais de coopération mutuelle entre diverses espèces animales que de la prédation. Bien sûr, il y a de la prédation. Ça, évidemment, tout le monde a le droit, tout le monde a besoin de manger. Hein. Et les carnivores mangent les herbivores. Bon, c'est comme ça existe depuis des millions et des millions d'années. Mais néanmoins, on se rend bien compte à quel point un écosystème est résilient de fait de la collaboration entre toutes les espèces vivantes. Là, il y a le fameux exemple de Yellowstone, par exemple. Yellowstone, qui est le tout premier parc national naturel qui existe au monde. Et donc, il y a un endroit qui est resté assez naturel en général. Ceci dit, au XXe siècle, on a éradiqué les loups parce qu'on pensait que les loups, ils mangeaient les cerfs et que le loup était mal vu. Hein. On le sait depuis la pub Intermarché maintenant. Donc, ils ont éradiqué les loups de Yellowstone. Résultat, les cerfs, les biches et tout ça ont proliféré. Et en proliférant, ils mangeaient toutes les pousses
toutes les pousses des jeunes arbres et tout ça. Ils ratiboisaient les prairies, ils mangeaient les pousses des jeunes arbres. Et du coup, tout l'écosystème de Yellowstone s'étiolait, tournait peu à peu, pas au désert, mais du moins à la savane en tout cas. Parce que voilà, les ruminants, les cerfs et les biches et les chevreuils et tout ça proliféraient en masse. Donc, dans les années 80, ils ont eu l'idée de réintroduire les loups. Les loups se sont remis à chasser les cerfs, les biches et les chevreuils, donc ils ont régulé. Du coup, les arbres ont repoussé, la forêt s'est agrandie et maintenant, Yellowstone a retrouvé un équilibre naturel qu'il avait avant qu'on éradique les loups. Donc, même le loup, s'il tue un chevreuil, et il contribue néanmoins à préserver l'écosystème dans son ensemble. Et je pense que, pour moi, pour que l'humanité ait une chance de survie, il faudrait qu'elle agisse comme ça, vis-à-vis de la nature, en fait. Qu'elle trouve sa place dans l'écosystème plutôt qu'essayer de le dominer, vous voyez. Donc tout fait système, et l'entraide, c'est pas seulement tourner vers l'autre, mais vers la survie du collectif. À mon sens, ouais. C'est pour ça que je vais appeler ma trilogie Tribu, parce que pour moi, c'est ça l'avenir de l'humanité. L'humanité survivra en tribu, en fait. Pas en hyper-nation, pas en méga-civilisation hyper-technologique. Ça, c'est mort. Ça, c'est voué à l'échec. J'exclus pas la technologie. Hein. Une tribu peut parfaitement avoir des éoliennes, des panneaux solaires et puis des IA dans ses ordis. Mais elle doit tenir compte des oiseaux, des grenouilles, des crapauds, des vers de terre, de tout ce qui l'entoure et de tout ce qui fait sens, de tout ce qui fait son écosystème, de tout ce qui l'aide à vivre dans la nature. Et là, je vois qu'on ne sait pas du tout le sens qu'on prend. Quoi. Quand je vois comment on traite l'agriculture actuellement, on sait pertinemment qu'on est en train de tuer l'écosystème. Et même tous les agriculteurs qui se mettent dans le bio se rendent compte à quel point ils étaient dans l'erreur quand ils se sont mis en agriculture bio. Moi, j'ai assisté à des conférences justement agricoles, enfin entre agriculteurs dans un village pas très loin de chez moi, où ils avaient invité, comment il s'appelait, l'ancien ministre de l'écologie, qui lui pense que on est à 5 ans de l'effondrement. Non, pas genre. Non, Allègre, c'est un climato-sceptique. C'était du temps de Mitterrand, je crois. Il a une ferme près de Rennes, enfin un domaine d'une 30aine d'hectares qui est en autarcie. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Avant l'effondrement. Devant l'effondrement, je crois. Devant l'effondrement. Collège. Je me souviens plus. Enfin bref, il était venu faire une conférence dans ce village en Bretagne. Enfin, Yves Cochet, voilà. Yves Cochet. Alors lui, plus pessimiste, tu meurs. Hein. Mais pour lui, c'était évident que sa formule, c'était... Bon, il a écrit son bouquin, je crois que c'est dans les années 2020, par là, que pour lui, l'effondrement était possible en 2025, probable en 2030 et certain en 2035. Il avait daté précisément, chiffre à l'appui. Et donc, il était venu parler de son bouquin devant un parterre de gens divers et variés, dont des agriculteurs. Et après, le débat avait tourné entre agriculteurs, entre adeptes du bio et adeptes de l'intensif. Et c'était assez dingue parce que un des agriculteurs qui était donc à la FNSEA, adepte de l'intensif et tout ça, est finalement sorti de la salle en pleurant, en disant qu'il était coincé dans des systèmes et qu'il n'avait plus le choix. Qu'il aurait bien aimé, lui, pouvoir passer au bio pendant qu'il était temps, etc. Au début, il défendait son exploitation, il parlait chiffres, il parlait tonnage, il parlait... Voilà. Mais
à la fin, il a été obligé de convenir qu'il était perclus d'emprunts énormes, qu'on lui imposait des quotas, des contraintes et des tonnages d'épandage à faire, qu'on lui imposait des semences OGM, stériles en tout cas, qui était obligé de racheter chaque année, tout ça, parce que le gars en face, celui qui était dans le bio, lui avait démontré qu'il gagnait 5 fois plus d'argent en faisant du bio, donc sans pesticides, sans rien, en étant sorti du système, que lui, qui était dans le traditionnel et qui se dégageait à peine un salaire et qui était perclus de dette jusqu'à la fin de ses jours. Donc, voilà, on sait à l'évidence comment vivre en harmonie avec cette planète. Sauf que vivre en harmonie avec cette planète, ça produit pas des milliers de dollars, quoi. Et donc, pour l'instant, on est dirigé par des gens qui préfèrent avoir des milliers de dollars que de vivre en harmonie avec la planète. Même si au risque de vivre dans un environnement totalement stérile et artificiel, comme vont l'être mes cités souterraines de l'an 2300 dans Tribu. Vous savez, les descendants de ces élites-là, justement, qui vivent là-dedans. Donc, voilà, je ne sais plus où on voulait en venir, du coup. Mais même sans faire de profit, on a quand même des besoins énergétiques qui sont assez massifs. En tout cas, on s'est habitué à un certain confort qui est difficilement compatible avec une vraie politique écologique. Par exemple, le fait de naître dans un hôpital, d'accéder à une école par des routes, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir une retraite. Est-ce que tout ça pourrait se faire sans source d'énergie massive ? C'est une bonne question, mais après, tout dépend de quelle énergie on parle et comment elle est distribuée. Là, on vit dans un système, en fait, le système qui a été mis en place au 19e siècle, finalement, a été celui de la centralisation de la distribution par réseau. Donc, effectivement, maintenant, on dépend tous de réseaux, que ce soit pour l'électricité, pour l'eau, pour l'information, pour la consommation, l'alimentation, etc. Tout se fait de façon centralisée par réseau. L'énergie solaire et éolienne permettrait de nous affranchir de ces réseaux. Par exemple, un village pourrait avoir sa propre source d'énergie. Il y a des exemples qui existent déjà, que tout un village peut s'auto-alimenter en énergie suffisamment pour que tout le monde ait de l'électricité, etc., etc. Bon, Internet, c'est un réseau aussi. Je ne vois pas comment trop ça pourrait être décentralisé, mais néanmoins, en fait, dans les faits, ça l'est décentralisé, Internet. Ça couvre toute la planète. Bon, la concentration, maintenant, elle se fait avec les data centers. Et on essaye de recentraliser autour de l'IA. Effectivement. Mais au départ, Internet, c'était effectivement décentralisé. Il n'y avait pas de centre névralgique à partir duquel tout Internet était distribué, quoi. C'était la bonne idée de départ d'Internet, en fait, qu'on essaye d'étouffer maintenant. Alors maintenant, effectivement, on est dans des hôpitaux, on emmène les enfants à l'école, mais est-ce qu'il y a besoin de centrales nucléaires pour ça ? Est-ce qu'il y a besoin de mines de charbon ? Est-ce qu'il y a besoin de pétrole ? Je pense que non. Je pense que la limite... avant, les gens ne naissaient pas dans les hôpitaux. Effectivement, il y avait de la mortalité infantile ou à la naissance qui était plus importante qu'elle l'est aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais néanmoins, on dispose actuellement des connaissances suffisantes, je pense, pour qu'une femme naisse dans de bonnes conditions, même dans un hôpital de campagne, dans un village de 500 habitants, ou voir chez la voisine si elle est infirmière et qu'elle a un petit peu de matos, quoi. L'école, c'est avant tout la diffusion d'un savoir. C'est pas les quarts de ramassage qui font l'école. C'est plutôt l'école qui génère les quarts de ramassage, on va dire. Donc voilà, oui, l'énergie,
on a un besoin. Maintenant, ce serait difficile de se passer de l'électricité, voire quasiment impossible. Et puis même moi, ça me ferait bien chier d'ailleurs, parce que j'écris à l'ordinateur. Hein. Mais je dirais que l'électricité, maintenant, c'est une source d'énergie inépuisable qu'on peut capter partout. Le soleil, le vent, les marées, l'hydraulique. Voilà, on aurait les moyens actuellement de vivre dans une société complètement décentralisée, à la limite même sans gouvernement central, on pourrait s'en passer, parce que les gouvernements centraux servent surtout à produire des armées, des armements, des lois qui ne sont pas toujours bénéfiques à tout le monde, et à prélever des taxes pour enrichir les plus riches. Bon, j'ai un côté un peu anarchiste, hein, peut-être, en disant ça, mais peut-être je suis un peu anarchiste au fond, quoi. Moi, je vois bien que la Belgique, ça fait 2 ans qu'elle vit sans gouvernement. Elle n'a pas l'air d'être au bord de l'effondrement. Hein. Ceci dit, il y a des pouvoirs locaux qui sont assez puissants et assez résilients, justement, pour que ce pays continue de fonctionner avec 600 jours quand même sans gouvernement. Ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord, les Belges, hein, pour avoir un chef de tous les Belges, à part le roi des Belges, mais qui ne gouverne pas, lui. Mais voilà, donc non, c'est pour ça que je pense que pour moi, l'avenir de l'humanité est quelque part dans les tribus. Alors, tribus, c'est au sens large. Hein. Ça peut être quelques dizaines d'individus ou quelques milliers. Ça peut être un bourg, ça peut être un village. Ça peut être une région entière. Mais les hyper-pays, les hyper-grandes puissances comme on a maintenant USA, Chine, Russie, ça, c'est mort. Pour moi, c'est voué à l'échec. Ça va s'effondrer d'une façon ou d'une autre, ça va s'effondrer. Ça commence à s'effondrer d'ailleurs. La Russie est au bord du gouffre, et puis les USA, Trump les pousse vers l'abîme avec force, conviction et détermination. Donc en fait, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a un problème de fragmentation du monde, mais votre réponse, c'est qu'il est fragmenté précisément par la centralisation, qui, à force de pomper et de vouloir l'exploitation à tout prix, fragmente un monde qu'elle devrait unir, et que le problème vient de là, et que la solution est locale, que la solution est dans la défragmentation. Notre société actuelle, en fait, la seule chose qu'elle unit dans une espèce de complicité criminelle, c'est les ultra-riches. Eux, là, il y a une internationale de l'ultra-riche, où ils se reconnaissent tous entre eux d'ailleurs, hein, et puis ils s'invitent tous dans leurs îles respectives pour se livrer à on sait bien quoi maintenant. Par contre, cette union des ultra-riches se fait en fragmentant les populations toujours de plus en plus. Là, on vit dans des États désunis, en général. La gouvernance à la Trump se fait en montant les uns contre les autres. Ça va être les Blancs contre les Noirs, les Latinos contre les catholiques. Enfin, je sais pas, ça va être les uns contre les autres de toute façon. Et quand je vois, partout dans ces pays où on a ces pouvoirs hyper capitalistes, ultralibéraux, la richesse se crée en ponctionnant les plus pauvres et en les dressant les uns contre les autres. Comme ça, l'ennemi est désigné. Voilà, ça va être l'arabe, ça va être le black, ça va être le jaune, ça va être le juif, ça va être un tel ou un tel. Mais parce que le pouvoir en place est inatteignable. C'est plus facile d'attaquer son voisin que de s'en prendre au gouvernement. C'est l'effet underdog. Voilà, l'effet underdog, ouais. Je connaissais pas, mais c'est ça, une bonne métaphore, ouais. Si jamais vous aviez un doute sur le fait que la SF est politique, je pense que maintenant vous êtes convaincu.
Tout va bien. Bah forcément, la SF est politique. La SF, pourquoi la SF a du succès actuellement? C'est une question intéressante à poser et que je me suis posée, parce que moi, j'ai commencé à écrire de la SF à la fin des années 70, où c'était encore considéré comme de la contre-culture, on va dire, ou de la culture underground. Et puis, il y a eu la grosse traversée du désert des années 80, où après, la vague punk et le No Future. Alors, No Future, bon, déjà, quand on est auteur de SF, ça angoisse un peu, quoi. Je peux vous dire. Alors, on dit, oh là là. Et puis, bon, les années 80, c'était les années du présent immédiat, du fric facile, voilà. Tout le monde, voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On monte notre boîte, on fait notre truc, c'est la révolution technologique et tout ça. Les années 80 étaient pensées essentiellement au présent, années 80 et 90. Et puis est arrivée donc l'histoire du changement climatique et on a recommencé à penser à l'avenir. Et en fait, maintenant, tout le monde s'interroge sur l'avenir. Tout le monde se pose des questions. Comment je vais vivre dans 20 ans, comment vont vivre mes enfants, mes petits-enfants, quel monde on va laisser à nos descendants, etc. Donc, à force de se poser des questions, on cherche des réponses. Et puis les réponses, où est-ce qu'on va les chercher? Dans les romans et les films de SF. Maintenant, il y a pas mal de films de SF quand même qui sont post-apo, qui traitent du monde d'après, etc., etc. Alors que avant, dans les années 70, il y avait très peu d'exemples. Les films de SF, c'était essentiellement du space opéra. C'était Star Wars, quoi. À part, notable exception, Soleil Vert, qui était le film prémonitoire sur le changement climatique, sur la surpopulation, sur tout le bordel qu'on vit aujourd'hui, qui a été prédit dans Soleil Vert, que je conseille à tout le monde de voir. Film sorti en 73, mais d'une actualité brûlante. Et donc, voilà, du coup, les gens s'intéressent à la SF parce qu'ils espèrent trouver des réponses, ou du moins, de quoi étayer leurs réflexions. Et se conforter dans les questions qui se posent, ou inhiber leurs angoisses, ou au contraire les entretenir, ça dépend de ce qu'ils lisent, quoi. Parce que maintenant, après toute la phase post-apo, il y a une nouvelle tendance qui se dessine qu'on appelle solarpunk, où c'est de la SF optimiste et tout, où les extraterrestres sont gentils, où le monde est beau, et puis on redécouvre les plaisirs de la solidarité, de l'entraide, de l'amour partagé, et puis des extraterrestres aux mœurs bizarres mais tellement sympathiques. On sent une petite pointe de... Je sais pas comment dire. Mais j'adore, j'aime beaucoup Becky Chambers. Mais ça détend, c'est sûr. Peut-être que c'est la clé de la survie, c'est-à-dire alterner Exode avec un Becky Chambers, histoire de pas tout de suite tomber dans une spirale catastrophique. Alors, vous évoquiez les fulgurances d'anticipation de la SF. Vos livres en sont pleins de fulgurances comme ça. De laquelle êtes-vous le plus fier? Duquel de mes bouquins je suis le plus fier? Non, de laquelle de vos anticipations fulgurantes êtes-vous le plus fier? Des prophéties qui se sont réalisées, parce que vos livres en sont pleins, de quasi-prophéties. Ouais, c'est difficile à dire. Bon, je dirais que pour moi, le roman que je préfère de tous ceux que j'ai écrits, c'est Exode. Bon, c'est le plus flippant, mais j'aime bien les trucs flippants. Donc pour moi, c'est malheureusement celui qui, à mon avis, va se rapprocher le plus de la réalité dans les 50 années qui viennent. Ceci dit, j'ai eu quelques fulgurances, comme vous dites, dans d'autres romans. Par exemple, dans Aquatm, donc j'avais imaginé que l'histoire se passe en grande partie au Burkina Faso. Et j'avais imaginé qu'à Kongoussi, qui est donc une ville du Burkina, où il y a un lac qui est en voie d'assèchement, ou qui est, voire même à sec maintenant, ensablé, quoi.
que sous ce lac, il y avait une nappe phréatique. En fait, ça m'a été confirmé par quelqu'un qui vivait sur place, qu'il y avait une nappe phréatique, donc qu'un satellite américain découvre. C'est ça l'histoire, hein, dans AquaTM. Et puis, voilà, les propriétaires du satellite veulent s'approprier la nappe phréatique au prétexte que c'est leur satellite qui l'a découvert. Et environ 6 mois après qu'AquaTM soit paru, j'ai appris qu'un satellite américain avait découvert une nappe phréatique profonde au Darfour, au Soudan. Sauf que là, les États-Unis n'ont pas prétendu que la nappe leur appartenait, parce que c'est un satellite scientifique. Donc, ils ont simplement diffusé la nouvelle. Et c'est ce qui ça a été une des causes de la guerre du Soudan. Parce que, vous le savez, le Soudan est divisé. Il y a le Nord-Soudan et le Sud-Soudan. C'est 2 peuples antagonistes. Les uns étant nomades, les autres étant sédentaires, enfin plus ou moins. Et en tout cas, les 2 ont voulu s'approprier cette nappe et ça a été l'occasion d'une guerre donc assez meurtrière au Soudan. Et puis, voilà, quoi. Moi, ça m'a un peu sidéré parce que moi, j'avais imaginé qu'un satellite américain découvrait une nappe phréatique en Afrique 6 mois avant que ça arrive, enfin, même plus de 6 mois, parce que le temps que j'écrive le bouquin, mais en tout cas, bien avant que ça n'arrive pour de vrai. Et puis, j'ai dû avoir quelques autres fulgurances comme ça, j'imagine. Ouais, là, il m'en vient une à l'idée, mais qui n'est pas de moi, qui est dans le bouquin que je suis en train de lire actuellement, qui est Le déluge de Stephen Markley, qui est un livre prémonitoire s'il en est aussi. Dans Le déluge de Stephen Markley, donc, qui est paru en 2022 aux États-Unis, qu'il a mis 10 ans à écrire, l'auteur. Donc, là où j'en suis à peu près à la moitié du bouquin, donc ça devait être... il a dû écrire ça aux alentours de 2016-2017, à mon avis, s'il l'a écrit dans un ordre chronologique. Donc, Stephen Markley imagine que Trump est au pouvoir, après Obama, qui lance l'ICE, la police de l'immigration contre les immigrés, qu'il y a un système techno-fasciste qui se met en place, géré par les IA. En fait, il imagine, Stephen Markley, exactement ce qui se passe actuellement aux USA. Alors bon, peut-être qu'il a fait une mise à jour et que Trump a été élu avant que le bouquin paraisse, mais j'en suis pas sûr. Bon, il n'a pas imaginé un 2e mandat, ceci dit. Encore pire que le premier. Mais bon, voilà, ça c'est le genre de fulgurance qu'un auteur extrêmement informé peut avoir. Parce que le bouquin de Stephen Markley, il est hallucinant, de précision, d'information, de détails. Je vois que vous hochez la tête, vous l'avez lu, non ? C'est incroyable, hein. C'est très américano-centré, mais ceci dit, non, le reste du monde n'existe pas, mais ça c'est propre aux Américains, hein. Il y a l'Amérique et le reste du monde. Hein. Bon, ils sont comme ça, on va pas les changer. Enfin si, j'espère que si, on devrait les changer en fait. Bon. À propos de vision du monde biaisée, dans Les Révoltes du ciel, Fresso nous montre à quel point l'humanité était obsédée par le climat à l'époque où elle n'avait aucune influence dessus, et comment elle a cessé de s'en préoccuper précisément au début de la révolution industrielle. De son côté, dans Écofiction, mythologie de la fin du monde, l'auteur montre que nos obsessions climatiques sont curieusement décalquées sur nos obsessions occidentales et judéo-chrétiennes. Est-il possible, selon vous, qu'au constat scientifique de l'évolution climatique se mêlent des fantasmes collectifs, qu'on doit en fait s'attendre à des surprises de taille à l'avenir, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, tout simplement parce que notre regard sur le climat ne peut pas être neutre. On ne peut pas être objectif dessus. Est-ce qu'on doit s'attendre à des surprises? Ah bah oui, forcément, oui, on va avoir des surprises. À la fois peut-être dans le bon sens et dans le mauvais sens.
Déjà, on en a quelques-unes. Hein. On peut se rendre compte à quel point, par exemple, dès qu'on laisse la nature un peu tranquille, à quelle vitesse elle peut se régénérer, c'est hallucinant. Quand il y a eu le confinement en 2020, qu'on voyait les sangliers, les chevreuils et tout ça venir carrément en ville et tout, on voit les blaireaux qui colonisent les villes, les renards qui s'installent dans Paris ou dans Londres. Donc, je pense que la nature sera toujours la plus forte de toute manière. Quoi qu'il arrive, la nature sera toujours la plus forte, la planète sera toujours la plus forte. Nous, on n'est qu'une espèce de cancer sur cette planète. Mais la planète s'en remettra. Elle a survécu à 5 extinctions massives déjà. Donc, elle se remettra de nous sans aucun souci, à mon avis. Ça prendra juste un peu de temps. Parce que les âges géologiques, c'est par 100 millions d'années. Hein, c'est pas en nanosecondes. Donc... oui, forcément, on va avoir des surprises bonnes et mauvaises. Je pense que le climat va se dégrader, à mon avis, beaucoup plus vite que le pensait le GIEC, que c'est déjà en train d'arriver d'une façon extrêmement rapide. Ceci dit, je ne sais pas trop comment dire. En fait, la seule bonne surprise qu'on peut avoir, mais j'ai l'impression que je vais me répéter, c'est de retrouver l'harmonie avec la nature, quoi. Et de la voir se dégrader. Moi, j'ai eu... Voilà, on va revenir dans le concret. Parce qu'elle est difficile, votre question, en fait. Hein. Quelle surprise on peut avoir? Bien sûr qu'on va avoir des surprises. Moi, j'ai pu constater dans mon jardin, où j'habite depuis 10 ans maintenant, donc dans le Morbihan, quand je suis arrivé dans cette maison avec son jardin de 1500 mètres carrés, en bas du terrain, il y avait un lac, un ruisseau, et je me souviens qu'au début, on était enchantés par les chants des grenouilles qui croassaient toutes les nuits. Surtout quand c'était la période du rut, elles s'en livraient à cœur joie. Et on était enchantés. Il y avait des hérons dans l'étang, il y avait des canards, donc les grenouilles. On avait des écureuils dans les arbres, parce qu'il y a plein d'arbres dans le jardin. Et j'ai vu qu'en 10 ans, tout ça a disparu. Et ça n'a pas été d'un coup, ça a été progressif, quoi. D'abord, c'était les grenouilles. Après, les canards, on en a encore de temps en temps. Les hérons, de moins en moins. L'écureuil, on ne le voit plus. Par contre, comme on nourrit les oiseaux, on a toujours plein d'oiseaux. Ça, c'est bien. Mais parce que on leur met des graines, des boules de graisse, etc., etc. Je pense que si on mettait rien, on aurait déjà beaucoup moins d'oiseaux. Et on sait que y a à peu près 30% des oiseaux qui ont disparu déjà. Et pareil pour les insectes. Au début, je me souviens de nuées de moucherons, de petits moustiques, de petits machins volants qu'il y avait partout. On avait dans les buissons fleuris des abeilles à profusion. Maintenant, on est content de voir une abeille. Même une guêpe, on est content de la voir. Bon, il n'y a que les frelons qu'on n'est pas trop content de voir, parce qu'eux, ils disparaissent pas, par contre. Donc, la nature se transforme. Elle ne va pas disparaître. Je veux dire, on ne va pas tout d'un coup vivre dans un désert. Mais la nature va se transformer et va devenir, à mon avis, de plus en plus agressive pour l'être humain, en fait. C'est vers là que j'ai l'impression qu'on tend. Que la nature va devenir de plus en plus agressive. Et je veux dire, c'est peut-être ce qui s'est passé au cours des extinctions précédentes. Il faudrait que j'étudie ça un peu plus sérieusement. Comment parce qu'on a eu 5 extinctions massives, dans une où c'était 95% de la vie qui avait disparu, on était quand même proche de la mort définitive. Hein. Puis bon, il y a eu les dinosaures. On sait que ça a été essentiellement un astéroïde géant qui s'est écrasé.
mais aussi une activité volcanique intense qui a contribué à la fin des dinosaures. Là, ça a été l'extinction la plus rapide que la planète ait connue. Mais ça a permis l'émergence des mammifères. Sans ça, peut-être qu'on serait des dinosaures intelligents, ou des dinosaures tout court d'ailleurs. Alors peut-être que, pas l'extinction de l'humanité, mais en tout cas sa drastique réduction, va permettre l'émergence d'autres espèces intelligentes, ou peut-être qu'on se rend compte, d'ailleurs c'est intéressant de savoir, je réalise maintenant que c'est intéressant, qu'au moment où de plus en plus d'espèces disparaissent, les scientifiques se rendent de plus en plus compte de l'intelligence des animaux. Et pas seulement des animaux, même des arbres. La conscience des arbres, les communications entre les arbres via les mycéliums des champignons et tout, ça c'était une découverte majeure de ces dernières années. Comment les arbres communiquent entre eux, en fait. Comment un acacia peut avertir ses congénères que les girafes sont en train de le bouffer afin qu'ils produisent des toxines pour que le girafe ne bouffe pas l'acacia suivant. Bon, ça, c'est assez hallucinant. Les orques et les dauphins qui s'entendent pour attaquer des bancs de poissons, par exemple, ou voilà, la complexité des chants des baleines, tous les langages et les variantes régionales, etc. On se rend compte qu'elles ont des patois, quoi, les baleines. Donc, on se rend compte de toutes ces choses merveilleuses de la nature et qu'en fait, on n'est pas au-dessus de tout ça, qu'on en fait juste partie, qu'on n'est pas plus intelligent que les baleines ou qu'un arbre, peut-être, sauf qu'on pense peut-être un peu plus vite, mais bon, peut-être moins profondément aussi, va-t-on savoir. Donc, voilà, on se rend compte qu'il y a toutes ces choses, que l'écosystème est d'une complexité et d'une richesse et d'une intelligence absolument inouïe au moment où on est en fait en train de le détruire. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais voilà, je pense que pour moi la bonne surprise va venir de là. D'ailleurs, dans Semences et Alliances, je décris une espèce qui collabore avec les humains par une forme de télépathie qui est les fourmites, les fameuses fourmites. Donc les fourmites sont un croisement génétique entre fourmis et termites qui a été fait dans le passé. Donc je rappelle que Semences et Alliances se passe en 3 siècles. Et donc dans le passé, dans l'histoire, on a voulu croiser fourmis et termites pour faire des insectes riches en protéines pour pouvoir les manger. Sauf que ça n'a pas fait que développer leur taille, ça a développé aussi leur intelligence. Et donc, elles se sont constituées en société. Et dans Semences et Alliances, elles vivent en collaboration avec certains humains. Enfin, certains humains peuvent pas capter leurs pensées, mais capter leurs intentions, en fait. Et les fourmites peuvent capter les intentions des humains et leur indiquer, par exemple, où se trouve de l'eau, où se trouve de la nourriture, etc. En échange de quoi les humains les protègent des prédateurs. Enfin, c'est une symbiose qui se crée. Et pour moi, l'avenir est dans la symbiose aussi, voilà. On va dire. Alors, à propos de ne pas comprendre les avertissements ou de les comprendre, qu'est-ce que vous répondez aux climato-sceptiques ? Est-ce que vous avez envie de parler aux climato-sceptiques déjà ? Déjà, première question. Pas trop. Voilà. Mais dans l'hypothèse où, voilà. En 2 mots. Pour moi, le climato-sceptique, c'est comme le partisan de la Terre plate, quoi. Voilà, on nie l'évidence, quoi. On nie l'évidence. Alors bon, ça m'est arrivé des fois, dans un bistrot et tout, de tomber sur un climato-sceptique. Voilà, on cause de tout et de rien, du temps qu'il fait et tout, machin, quel temps pourri. Hein. Et puis
Oui, ça m'était arrivé à l'occasion des dernières inondations qui avaient eu lieu à la Gacilly, où l'AF avait débordé et tout ça. Et c'était c'était pas l'an dernier, c'était il y a quelques années auparavant. Et où je disais aux gars, mais de toute façon, ça va se reproduire, ça va être de plus en plus courant à cause du changement climatique. Ouais, changement climatique, m'en parle pas et tout ça. L'AF, il a déjà débordé en 49 et tout. Je dis, mais c'est pas la question, évidemment. Tout peut avoir déjà débordé il y a même 500 ans. C'est pas le fait que ça se fasse une fois, c'est le fait que ce soit tous les ans maintenant. Et mais bon, un climato-sceptique veut pas en démordre. On peut lui mettre la preuve sous les yeux, A plus B, les chiffres à l'appui, etc. Non, il n'en démordra pas parce que ça a déjà eu lieu, parce que non, on n'est pas responsable, parce que ouais, les variations naturelles du climat, gna 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 gna. Non, c'est comme, je sais pas, comme essayer de convaincre je sais pas, un curé que Dieu n'existe pas, quoi. C'est peine perdue. C'est peine perdue. À mon avis, comment faire changer d'avis un climato-sceptique ? Je pense qu'il faut qu'il se prenne déjà une bonne catastrophe sur la gueule et que là, qu'il commence à se poser des questions. Parce que les climato-sceptiques, à mon avis, sont dans le déni pour éviter d'avoir à se questionner. Je pense que c'est ça. Un gars comme Trump, lui, il est dans le déni de réalité tout court, de toute façon. Il est dans son monde. Pour lui, la seule réalité, c'est le profit économique en pensant que exploiter plus de charbon, plus de pétrole, ça va ramener la prospérité à l'Amérique, alors que on voit bien que c'est pas le cas. Bon, mais lui, c'est un cas spécial. Hein. Mais bon, pour les climato-sceptiques moyens de base, je pense, soit il veut éviter de s'angoisser, soit c'est un déni de réalité parce qu'il ne veut pas se poser de questions, soit il veut bien que le climat change, mais en tout cas, il ne veut pas que ses habitudes changent. Voilà. Il veut continuer à prendre son SUV diesel, il veut continuer à labourer son champ avec son énorme tracteur de 600 chevaux, il veut continuer à aller à la chasse, il veut continuer il veut continuer à consommer, parce que on lui a appris, on nous apprend depuis que le monde capitaliste est capitaliste, que être c'est avoir. Alors que non. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus on a, plus on est, quoi. Plus on existe, plus t'as une grosse bagnole, plus t'as une petite bite, mais bon. Mais t'as une grosse bagnole, t'as une grosse télé, t'as une grosse maison, voilà. Ça, je pense, c'est le profil du climato-sceptique, peut-être. Il y en a aussi parmi les Ceci dit, j'en connais peu. Il m'est arrivé une fois ou deux comme ça de tomber sur des gars et puis, bon, en général, ça tourne court la conversation parce que le mec, il veut même pas en entendre parler. Et puis, il va me traiter de sale écolo-gauchiste. Et donc, voilà. Faudrait que, peut-être, que je lise de la littérature climato-sceptique, mais là, ça, je pense que ça me donnerait vraiment des boutons, quoi. J'allais résumer ça. Le climato-sceptique, c'est une bonne grenouille. On parlait tout à l'heure de la grenouille. C'est la bonne grenouille. Voilà, le climato-sceptique, c'est une bonne petite grenouille. Il y en a parmi les scientifiques. Ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ça dépend combien ils sont payés. Ou alors c'est le syndrome du prix Nobel. Ça dépend de l'ego, peut-être, de leur ego, de qui les paye et de combien. Le syndrome du prix Nobel aussi, ça marche bien. Le syndrome du prix Nobel, ouais. Ouais.
Le syndrome du prix Nobel, alors ça a été vérifié plusieurs fois, c'est des gens qui ont obtenu le prix Nobel en sciences, dans différentes catégories, et qui ensuite partent dans des théories complètement farfelues, dans des domaines qui ne les concernent pas à la base. Mais comme ils ont eu un prix Nobel, on leur donne un crédit de sérieux, et en fait, ça s'est démontré plusieurs fois. Un prix Nobel de physique qui invente une théorie en médecine qui n'a absolument rien à voir, qui est complètement fausse, mais comme il est prix Nobel, on se dit il doit avoir raison, alors qu'en fait non, physique et médecine, ça n'a pas grand-chose à voir en soi. Et ça s'est vérifié plusieurs fois, et on appelle ça le syndrome du prix Nobel. Donc il peut y avoir ça. Une dernière question. Vous avez déclaré en interview être moins pessimiste qu'avant. Êtes-vous parfois tenté par le désespoir ? Qu'est-ce qui vous rend espoir ? Je vais dire, ça dépend des jours. Là, après un mois de pluie non-stop, je suis plus tellement optimiste. Oui. Je suis plus tellement optimiste. Mais aujourd'hui, c'est un signe pour l'enregistrement. Aujourd'hui, il fait très beau. Voilà. Donc, du coup, l'espoir remonte. Non, en fait, je crois que plus je me détache de l'humanité, et moins je suis pessimiste, en fait. C'est peut-être... je vais me faire des ennemis en disant ça. Hein. Mais rassurez-vous, je vous aime tous. Hein. Parce que vous êtes là. Voilà. Y a la fameuse expression, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Hein. Donc... Bon, moi, j'ai pas de chien, j'ai des chats, mais plus j'aime mes chats. Non, je me dis qu'on n'est qu'une péripétie dans l'histoire de la planète, en fait. C'est peut-être ce que m'offre la goutte d'espoir que m'offre la SF, c'est qu'elle me permet de penser à long terme. Et je peux me projeter dans un avenir très lointain où tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et... Bon, je me dis que je ne serai plus là pour le voir, mais évidemment. Mais je me fais pas trop de soucis pour la planète, en fait. Et je me dis qu'on n'arrivera pas à la rendre aussi stérile que Mars, quand même. Quoique. Mais non, je pense pas. Je pense pas. Là, il faut vraiment un phénomène d'ampleur cosmique pour... parce que Mars, bon, apparemment, il y a eu de l'eau jadis. Il pourrait y avoir eu de la vie. Mais voilà, l'évolution du système solaire, on va dire, a fait que Mars est trop éloigné du Soleil, a refroidi, a perdu son atmosphère, a perdu son champ magnétique, donc son atmosphère, etc. Et c'est devenu le méga désert que c'est. Sur la Terre, la vie existera toujours, enfin du moins tant que la Terre existera, parce qu'elle finira un jour par disparaître, mais ce ne sera pas avant des milliards et des milliards d'années. On découvre des formes de vie dans des environnements absolument extrêmes, dans des cheminées thermales, hydrothermales au fond des océans, à des pressions insoutenables, des températures insupportables et dans des environnements d'une acidité à nous ronger les os. Et puis là, il y a des petits crabes, des petites crevettes, des petites bestioles qui prospèrent allègrement. Donc, la vie ne va pas disparaître. Et ça me rend optimiste. Parce que la vie ne va pas disparaître. La vie renaîtra toujours de ses cendres, enfin de nos cendres. Et voilà, je suis évidemment pessimiste à court terme. Hein. Ça, je me dis que les prochaines générations, elles vont en baver. Mais peut-être que quand on en aura assez bavé et que les hyper riches se seront réfugiés dans leur bunker souterrain, on va les sceller bien, durement, avec des grosses soudures, et puis on va vivre autrement. Hein. Merci beaucoup Jean-Marc Ligny d'avoir participé à ce podcast. Merci à Jeanne qui a préparé la plus grosse partie de cet épisode. Et quant à moi, je vous dis de découvrir les romans de Jean-Marc Ligny. Il y en a beaucoup. Vous avez largement le choix. À la médiathèque, on en a aussi plein si vous êtes sur Quimper ou en tout cas dans ce coin-là du Finistère. N'oubliez pas Becky Chambers non plus pour votre santé mentale. Hein. C'est une petite à alterner prescription de la bibliothécaire, un Jean-Marc Ligny, un Becky Chambers. Et je vous dis à bientôt.